Salutations chers disciples d'Avan et bienvenue dans notre vidéo spéciale consacrée à l'anime Dai no Daiboken, et cette fois nous allons aborder le deuxième film de la licence. Le second film de Dai, répondant au nom de Dragon Quest no Daiboken Tashiagare Avan no Shito, que l'on pourrait traduire par Levez-vous, disciples d'Avan, a été diffusé pour la première fois le 7 mars 1992 durant le Toei Spring Fair 92. Le film a été diffusé simultanément en salle avec le sixième film de Dragon Ball Z, Clash, les guerriers à 10 milliards de puissance, et le troisième film sur le magicien Talulu, on aime les takoyaki. Le scénario de ce second film constitue une sacrée surprise. En effet, là où aujourd'hui on voit régulièrement des débats pour savoir si un film est canonique ou pas par rapport à la timeline d'un manga, ce film pourrait largement se placer à un endroit précis dans la trame principale, à savoir entre les chapitres 31 et 32, soit au milieu du tome 4. L'adaptation de 1991 se situera ainsi entre les 18e et 19e épisodes, et pour l'adaptation de 2020, on pourrait le situer à l'épisode 10. Cela n'a évidemment rien d'officiel et le film n'est pas censé être canonique, mais cela reste un des éléments les plus intéressants de ce long métrage. Ainsi, le début du film correspondait à la sortie de l'équipe du royaume de Romos, et la fin serait un peu avant l'arrivée de l'équipe dans le royaume de Papnica à bord du bateau. Dans le manga, il y a en effet une petite ellipse lorsque Dai embarque dans un navire pour retrouver Leona. Dans le film, aucun marin ne veut les y emmener car ils pensent tous que l'équipe est la cause de l'attaque de l'armée du mal sur le port. La coterie fera ainsi la rencontre du capitaine Nelson qui est le seul à vouloir les accompagner sur la mer. La trame introduira naturellement un antagoniste inédit faisant partie de l'armée de Zaboera. A l'époque, il était populaire de proposer de nouveaux ennemis inédits au cinéma dans les longs métrages sortant lors des animes fair. Ainsi, ce film de Dragon Quest ne déroge pas à la règle. Pour finir cette présentation, il fut lui aussi lauréat d'argent des 10e Golden Cross Awards, à l'instar du premier film de Dai no Daiboken. C'est Junki Takegami, célèbre scénariste de nombreuses séries de tokusatsu dans les années 90 et 2000 qui fut appelé sur le projet. Il a entre autres travaillé sur Denji Sentai Mega Ranger, Yakuju Sentai Gao Ranger ou encore Anjan Sentai Go Ranger. Mais nous parlons ici de Dai no Daiboken et sur ce plan, il a également contribué à la série de 1991 en réalisant le scénario de pas moins de 19 épisodes. La réalisation quant à elle est confiée à Hiroki Shibata qui n'est pas un inconnu de la Toei. En effet, il fut responsable de plusieurs épisodes de Dragon Ball Z, de plusieurs saisons de Sailor Moon, ou bien encore des séries Digimon. Sur Dai no Daiboken Creux 91, il a réalisé les épisodes 33, 40 et 44. La supervision de l'animation est l'œuvre de Nobutaka Nishizawa, qui nous a quittés en 2015. Et quelle quantité de travaux à son actif! 4 séries JJ no Kitaro, Mazinger Z, Galaxy Express 999, Slam Dunk et surtout sur Saint Seiya, à travers plusieurs épisodes du Mekai et d'Elysion. Sur ces dernières années, il a participé aux enquêtes de Kindaichi, mais en tant que storyboard. Enfin, comment ne pas mentionner certains seiyuu qui ont contribué à la série et qui sont de retour sur ce film. En effet, nous retrouvons Keiichi Namba dans son rôle de Pop, Mina Tominaga dans celui de Mam et le somptueux Hideyuki Tanaka dans celui d'Avan. A noter que le Capitaine Nelson est interprété par Shozo Iizuka, qui n'est autre que Nappa dans Dragon Ball Z. Il est probable que le rôle du Capitaine Silver soit un clin d'œil à la série Takarajima. En effet, ce seiyuu incarnait le redoutable marin Hans. Vers de ça, le grand antagoniste de ce film est doublé par Masato Hirano, que l'on connaît bien pour son rôle d'Ichi, le bronze saint de l'hydre dans Saint Seiya. Comme quoi, tout est lié. そんな修行で得た力は必ず人のために使ってください。先生先生大君、ポップ、あなたたちの手でいつか必ず大魔王バーンを倒してください。勝負だ、パドラ！
Le film débute avec un flashback de la confrontation opposant Avan au sinistre Adlar, et le roi du mal assène une avalanche de coups de poing percutant à notre pauvre héros. Celui-ci se sacrifie en utilisant Megante, qui est d'ailleurs magnifiquement mise en scène. On en prend plein la vue et c'est une sacrée introduction. Le générique débute alors et il est intéressant de noter qu'il reste exactement le même que la série TV, évidemment chanté par Jirodan, là où dans le manga on passait directement du royaume de Romos à la virée en bateau pour Papnica. On nous présente ici ce qui aurait pu se passer entre temps. Alors qu'il recherche le bateau qui leur avait été promis par le roi Romos, un énorme monstre attaque le port et détruit tous les navires présents. Ce type de créature est totalement inédit par rapport à celle que nous avions vue dans le manga jusqu'à maintenant. Il s'agit d'une Medusa Ball géante, de quoi renforcer le caractère original et agréable du film. Nous supposons que pour la création de cet ennemi, l'équipe responsable du film s'est inspirée d'un monstre que l'on retrouve dans le bestiaire de la licence Dungeons & Dragons. Le Tri-en-Œil. Malgré le fait qu'il manque la bouche, il est néanmoins incontestable que la ressemblance est frappante. Dai vient à bout du terrible monstre grâce à Mam et Pop. À ce sujet, ce long métrage insiste considérablement sur les coups combinés de nos trois héros, tels un Sentai, ce qui ne sera pas sans rappeler les techniques à plusieurs d'un certain Chrono Trigger. La mise en scène de l'association des coups spéciaux est recherchée et le de Dai a vraiment une sacrée gueule. Alors que l'équipe parvient à vaincre la créature, un étrange chevalier observe au loin la ville, dans la plus pure tradition des années 90, avec un travelling et un élément brillant pour souligner son côté menaçant et mystérieux. Caricatural certes, mais tellement efficace. Tandis que nos héros dorment du sommeil des justes, d'étranges serpents rentrent dans leur chambre et semblent lire leurs rêves. Ainsi, Mam songe à son entraînement avec son maître Avan quand elle était petite. La scène est mignonnette pour rester polie. Elle nous présente la jeune fille incapable de lancer des sorts d'attaque et se sentant inutile. C'est sans compter sur la présence d'un pharaon blessé que le héros lui demande de soigner. La musique est magistrale et forte en émotion. Ainsi, Mam parvient à lancer son premier Beomi. Maître Avan terminera ce rêve en lui rappelant que la force, ce n'est pas seulement le pouvoir de blesser autrui, ce qui colle effectivement au personnage de Mam à ce moment de l'intrigue, rappelant sa compassion et ses pouvoirs de guérison. Quant au rêve de Pop, on le voit en train de voler un booster magique afin d'impressionner les jeunes filles de son village en lançant des sorts de feu. Il faut bien avouer que cela colle parfaitement au personnage qui était un peu frimeur au début. Alors qu'il est pris au piège dans un cercle de flammes, Avan le sauve et lui donne une bonne leçon tout en restant calme et pédagogique. Le maître Avan dispose vraiment d'un charisme hors norme, le tout accompagné par la voix posée et charismatique du grand Hideyuki Tanaka. Ainsi, tout est fait pour nous donner un sentiment de nostalgie et de douceur lors de ces songes. On peut constater qu'à chaque passage du serpent, le pendentif d'Avan change de couleur, disposant alors d'un rouge agressif. Et Dai dans tout cela, eh bien notre héros s'entraînait toute la nuit, ainsi le serpent n'a pas pu lire dans ses rêves, et c'était d'ailleurs fait remarquer par Kome-chan. Le lendemain, Dai et ses amis se heurtent au mécontentement des marins qui leur en veulent et les tiennent pour responsables de la destruction de leur navire. Ainsi, quand le jeune héros leur demande si l'un d'eux pourrait les conduire à Papnica, ils le prennent comme une véritable provocation. On ne peut pas dire que la scène d'action qui suit soit inoubliable, c'est plutôt même très convenu. Dai est brièvement sauvé par un mystérieux marin qui se révèle être le capitaine Nelson que nous pouvons apercevoir dans le manga. C'est d'ailleurs lui qui leur faisait part de la situation du continent où se situait Papnica. Le capitaine leur indique qu'il sait où trouver un navire et les guide pendant quelques minutes. La scène est poétique et ponctuée du thème de la map monde du tout premier Dragon Quest. Elle prend vraiment son temps et nous délivre de superbes décors, nous donnant véritablement la sensation d'être dans un RPG. C'est sans conteste une des grandes réussites du film. Arrivé dans une grotte souterraine, Dai apprend que par chance, le navire du roi n'était pas prêt et était toujours en construction. On se retrouve alors du côté des armées du mal et seul Zaboera est là aux côtés d'Adlar. On peut d'ailleurs confirmer avec sa marque, Adlar a déjà été ressuscité, ce qui correspond à un chapitre un peu plus éloigné
que ceux qui pourraient correspondre au film, si on voulait être précis. Zaboera semble avoir préparé un sale coup au héros en leur renvoyant quelqu'un revenu d'entre les morts. De retour au port, Dai, Pop et Mam font de nouveau face à des Medusa Balls, fort heureusement d'une taille plus réduite que celle d'avant. À cause de la brume, chaque héros reste de son côté et le mystérieux chevalier du début intervient pour aider Mam et Pop. Ainsi, devant la jeune fille, il soigne un chiot qui avait été blessé et il réussit à contenir le Girard de Pop. Sa voix et ses paroles sèment le doute dans l'esprit des deux disciples. Et si Avan était encore vivant? L'équipe décide de revenir vers le navire pour le protéger et Mam ainsi que Pop indiquent à Dai avoir croisé la route d'un chevalier qui pourrait bien être Avan. Dai n'ose vraiment pas y croire. Pop rétorque que notre héros ne l'a connu que pendant 3 jours. Alors que la coterie retourne au bateau, nous sommes gratifiés d'une des meilleures scènes du film dans laquelle Dai se déplace en utilisant avec élégance des branches d'arbres, tandis que Mam le rattrape pendant que Pop trébuche lamentablement. Quelques plans qui rendent hommage à chaque personnage accompagnés d'une superbe musique qui transpire la nostalgie. Arrivé à leur destination, le sinistre chevalier est présent, et là encore Dai fait preuve de méfiance, à tel point qu'il décide de l'attaquer avec Couper la Terre, qui détruit son casque. Le visage du mystérieux individu est dévoilé, et c'est bel et bien celui d'Avan que nous voyons. Dai est perdu, tandis que le chevalier indique que c'est Vern lui-même qui l'a ressuscité. Ainsi, le plan du dieu du mal ne serait pas de détruire l'humanité, mais seulement les êtres humains mauvais. Bon, ça doit faire quand même pas mal de personnes, non? Ces explications ne collent pas et Dai n'arrive pas à y croire. Maître Avan ne peut pas avoir rejoint ses anciens ennemis. Dai et Avan utilisent chacun un Avan Strash et font jeu égal. Cela aurait d'ailleurs dû leur faire comprendre que ce n'était pas Avan à ce moment-là, car Dai ne maîtrise pas l'Avan Strash complet et il est évident qu'il n'aurait jamais pu être à égalité avec la véritable technique de son maître. Ne pouvant vaincre Dai, l'énigmatique Avan fait appel à Pop et lui demande de le tuer, mais Mam le raisonne. Leur maître n'aurait jamais voulu que ses disciples s'entretuent. C'est alors que les pendentifs des deux disciples brillent d'une teinture rouge et qu'ils s'apprêtent à combattre Dai, mais Gome-chan les libère de leur conditionnement. Ne pouvant plus supporter la situation, la véritable identité de l'antagoniste est révélée. Il se nomme Verdosa et est à la solde de Zaboera. Il arbore à la place de ses cheveux les mêmes serpents que nous avions pu voir précédemment durant l'aventure. Grâce à eux, il peut sonder les rêves de ses adversaires et prendre l'apparence d'une personne chère à leur cœur. Afin de rendre sa transformation crédible, il avait également substitué les pendentifs d'Avan avec des copies. Le fait que cet ennemi trompe ses ennemis à travers des serpents trouve probablement son inspiration autour du mythe grec d'Ophiuchus, constellation narrant l'histoire d'Asclépios qui fut capable de ramener les morts à la vie. Le duel final peut enfin commencer. Verdosa détruit son armure pour présenter sa superbe forme finale et fait appel à un serpent de pierre volant. Les techniques de Dai sont complètement inefficaces contre lui et malgré un Merazoma encaissé, Verdosa revient à la charge en distrayant les disciples avec les véritables pendentifs qu'il lâche dans la nature. Pop et Mam se font trop facilement avoir de cette manière. D'ailleurs, on se demande si l'intelligence de la jeune fille a diminué tandis qu'elle prend du temps pour serrer contre elle les pendentifs, alors qu'elle est en face du dernier boss du film. Mouais. Alors que ses amis sont à terre, la colère de Dai monte et il fait appel à l'insigne du dragon. La réalisation est alors d'un bien meilleur niveau et nous avons quelques échanges de coups très esthétiques. On sent vraiment que du soin a été pris dans l'animation de cette confrontation. Dommage de ne pas pouvoir apprécier plus longtemps le design de cet ennemi tant il était réussi. Mam réussit à atteindre le serpent avec son pistolet et Dai utilise un superbe Avan Strash qui conclut l'affrontement avec une excellente musique qui sera ironiquement réutilisée pour conclure la série. La fin de la confrontation est terriblement satisfaisante. Dans le fond comme dans la forme, et ça, c'est une fin de boss.
Le film se conclut alors en raccrochant les wagons avec la trame principale de l'aventure. L'équipe se retrouve donc sur le bateau vers Papnica. On pourra alors retrouver la scène où Pop tente un rapprochement auprès de Mam, ainsi que le moment durant lequel un Sirénien fait irruption sur le navire et est repoussé comme dans le manga. Ainsi, comme nous vous l'indiquions, on pourrait presque imaginer que tout cela s'est bien produit durant l'aventure. なんちゅうかアバンの人として俺グレードがぐんとアップしちゃった感じがしな。 Et comme pour le premier film, le générique de fin avec les crédits se font tout en douceur avec la chanson My Road, My Journey pour se conclure avec le pendentif d'Avan. Contrairement au premier film, qui n'avait été disponible que lors de la sortie Blu-ray en 2020 auprès des autres longs métrages, ce second film est non seulement sorti en VHS, mais également en laserdisc en 1992. L'illustration du film est vraiment magnifique et symptomatique des années 90, nous montrant les héros au milieu et en haut, le mystérieux chevalier, tandis qu'une autre illustration nous révèle un étrange maître Avan. Le film est réalisé par Nobutaka Nishizawa, un vétéran respecté chez la Toei Animation, et la qualité globale s'en ressent. Ainsi, la qualité des décors est indéniable et nous transporte dans cet univers, comme si nous étions dans un RPG old school. Ces derniers plans apportent une touche poétique au long métrage qui lui donne une ambiance très agréable. こまで行くんだろう。 Musicalement, nous avons le droit également à de nouveaux thèmes de Koichi Sugiyama, notamment une très belle version orchestrale de Dungeon qui sera maintes fois utilisée plus tard dans la série TV, notamment en fin d'épisode pour accroître le suspense. La bande son est probablement la plus grande réussite du film, accompagnant avec merveille les moments intimistes comme les scènes d'action. Plusieurs passages du film raviront les fans de RPG et du manga, à l'image de la ballade poétique avec le capitaine Nelson, ou lorsque les héros retournent vers le navire, rendant un furieux hommage au personnage et à l'ambiance d'origine. Pourtant, malgré des musiques savoureuses, des décors qui sont sublimes, quelques éléments de l'histoire sont décevants. Par exemple, Pop et Mam manquent de perspicacité lors du combat final. Ainsi, même avant d'être manipulés par les pendentifs de Verdosa, leurs réactions ne sont pas toujours très judicieuses. Et il est étrange qu'ils ne comprennent pas tout de suite que cet Avan est un imposteur, notamment quand il confesse être du côté de Vern. De plus, les quelques combats du film, que cela soit face aux marins ou bien aux monstres de Verdosa, sont assez anecdotiques, pour ne pas dire enfantins. Le rêve de Mam pourra également en faire sourire plus d'un. Le combat final permet à Mam et Dai de briller lors du dernier assaut. Il aurait été sympathique de faire également participer Pop. On notera toutefois une mise en scène très satisfaisante lors de l'Avan Strash, finale qui ne pourra qu'être appréciée des amateurs de la série. Concernant l'antagoniste du film, l'apparence du faux Avan pourra faire écho à certaines rumeurs autour du manga à l'époque, selon lesquelles Kilvern était en réalité un Avan ressuscité et manipulé. On pouvait ainsi y voir un clin d'œil à ces hypothèses en plaçant un Avan masqué comme Bad Guy. Au final, si ce n'est pas un film marquant, il conserve la fraîcheur de la série d'origine, alliant de magnifiques décors, quelques bonnes animations, des seiyuu légendaires et d'éclatantes musiques fortes, belles et rythmées. Enfin, comme il pourrait facilement s'intégrer au reste de l'intrigue, il demeure sans aucun doute un long métrage que nous conseillons vivement aux fans ainsi qu'aux curieux. Cette review est désormais terminée, nous espérons que vous l'aurez appréciée. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, à mettre un pouce vers le haut pour nous donner du courage et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos vidéos. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux respectifs ainsi que nous rejoindre sur notre Discord dont les liens sont en description. Allez, prenez soin de vous chers disciples d'Avan et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.